Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Facebook Live. J'espère que vous allez bien. On va patienter quelques instants pour laisser les personnes arriver pour poser leurs questions. Nous allons petit à petit commencer. Je me présente, je m'appelle Victor Marin, je suis notaire à Libourne et j'interviens ce soir à la demande de la Chambre des notaires de la Gironde, dont je fais partie, pour échanger avec vous et répondre à vos questions sur le terme de la famille et tout ce qui touche aux droits de la famille, comme par exemple les mariages, les successions, les testaments, les enfants ou les parents dépendants, mais également l'adoption, le divorce. Nous avons 1 heure pour aborder toutes ces questions, tous ces points qui vous intéressent. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions ou à demander conseil en commentaire de ce Facebook Live. Je ferai de mon mieux pour y répondre durant cette heure. En attendant les premières questions, je peux répondre à certaines interrogations qui nous ont déjà été posées en commentaire sur la page du Facebook Live, comme par exemple si un notaire peut jouer un rôle de médiateur dans le cas d'une succession sans entente entre les héritiers et doit-il informer les héritiers sur la possibilité de liquider une partie des avoirs avant de solder la succession. Un notaire peut jouer bien sûr le rôle de médiateur et c'est tout à fait son rôle d'être, comme on dit, le juge de l'amiable et essayer de résolver les problèmes de succession le temps que c'est possible et avant qu'il y ait trop de discordance et que cela fasse l'objet d'un procès devant les tribunaux qui pourrait durer longtemps et coûter de l'argent aux héritiers. Et il y a même le centre de médiation notariale, c'est-à-dire que certains notaires ont fait une formation de médiateur pour essayer de résolver ces différents problèmes et se présenter encore plus en juge de l'amiable. Et le notaire, bien sûr, doit informer les héritiers de la possibilité de liquider une partie des avoirs. Mais il faut l'accord de tout le monde voilà, pour régler une succession. Donc il faut bien sûr l'accord de tout le monde et on ne peut pas avancer sans cet accord. Ensuite, nous pouvons parler, en attendant, de choses plus classiques. Quelle est la différence entre un PACS et un mariage ? Il existe 3 possibilités de vivre en couple. Tout d'abord, le concubinage des personnes en couple, homosexuels ou hétérosexuels. Voilà, cette catégorie du concubinage n'est pas réglementée par la loi. Ensuite, la loi a prévu 2 sortes de possibilités de vivre en couple. Le PACS, donc le PACS, que vous pouvez conclure soit à la mairie, soit chez un notaire. Le notaire pourra bien vous informer du régime à choisir, comme l'indivision, qui est une indivision forcée, moitié chacun, dans tous les projets de vie que vous ferez seul ou ensemble. Il s'agit d'une indivision forcée qui ressemble au régime de la communauté du mariage, où tout est en commun, ou un régime de séparation. Voilà, là c'est également de l'indivision, mais non forcée, moitié chacun. On peut faire des projets mobiliers ou immobiliers, seuls ou ensemble. Et après, il existe également le mariage. Le mariage, voilà, une forme d'union voilà, qui se fait à la mairie, mais la loi vous octroie un régime matrimonial qui vous est imposé si vous n'avez pas recours à un contrat de mariage chez un notaire au préalable. Ce régime imposé par la loi est la communauté réduite aux acquits, c'est-à-dire que tous les projets faits à partir du jour de mariage sont communs, et également les revenus et salaires, et restent personnels à chacun d'entre vous et propres ce que vous allez recevoir par donation ou succession éventuellement au cours de la vie. Et ensuite, il existe des contrats de mariage que vous pouvez faire chez un notaire. Si vous voulez choisir votre propre régime, voilà, il existe la séparation de biens, et où chacun conserve la libre disposition de ses biens, et ensuite la communauté universelle, où là vous mettez tous les biens en commun, et ensuite la participation aux acquits, c'est un fonctionnement
comme la séparation de biens au cours du mariage. Et à la fin, lors de la dissolution par un divorce ou un décès, on fait les comptes. Et celui qui s'est le plus enrichi doit une certaine somme à l'autre. Voilà. Donc nous allons passer à d'autres questions. Voilà, où il y a Cathy qui nous demande si une indivision qui dure, donc je comprends, depuis plus de 40 ans, faut-il aujourd'hui la majorité des indivisaires pour vendre? Pour vendre, il faut l'accord au moins de 2/3 des indivisaires. 2/3 des indivisaires et il faut l'accord également du juge. Voilà, il faut au moins qu'il y ait une requête par les intérêts de 2/3 des indivisaires devant le juge, et si ça va dans l'intérêt de l'indivision, il pourra forcer les plus réticents à vendre le bien immobilier. Nous avons également Karine qui nous pose une question. Karine qui nous demande, voilà, parce qu'elle a été contactée par un cabinet de généalogie pour un héritage dans le cadre d'une succession, et ce cabinet lui a envoyé un contrat de révélation qu'elle refuse de signer. Entre-temps, elle a trouvé le notaire qui a mandaté le cabinet de généalogie, et il lui dit de se retourner vers le cabinet. Que faire? Peut-on trouver un accord? Mais il faudrait, oui, que Karine se retourne vers le cabinet de généalogie, car c'est grâce à ce cabinet de généalogie que les héritiers ont été trouvés, et donc seul lui, en passant par l'intermédiaire du cabinet de généalogie qui fait l'intermédiaire, pourra lui permettre d'intervenir dans la succession. Voilà, c'est grâce à lui, c'est important, ce cabinet de généalogie, qui a fait son travail, qui est parfois dur, parfois pour aller rechercher des héritiers à l'étranger pour des personnes qui ont eu plusieurs vies. Voilà. Nous avons également une question de Vanessa. Vanessa, qui nous indique qu'elle est mariée et propriétaire de 2 petites maisons via une SCI familiale, voilà, dont ils sont les 2 associés avec son mari, je suppose, qu'ils ont également 2 enfants, qui commenceront leurs études quand ils auront juste fini de rembourser. Quel est le mieux, leur céder des parts aujourd'hui ou vendre les maisons dans 15 ans et leur donner l'argent? Donc, il existe plusieurs possibilités. Donc, céder des parts aujourd'hui ou vendre les maisons dans 15 ans et leur donner l'argent. Il existe 2 possibilités. Donc, soit leur donner des parts sociales aujourd'hui. Est-ce que ces petites maisons sont louées ou pas louées? Voilà, si elles sont louées, ça permet d'aller essayer de percevoir les revenus pour le remboursement, les loyers pour le remboursement du prêt. Ensuite, ou sinon leur donner l'argent. Il est peut-être plus intéressant aujourd'hui, au niveau fiscal, de donner les parts sociales ou du moins la nue propriété des parts sociales pour pouvoir, parce que vu qu'il y a un prêt qui est en cours, la valeur des parts sociales est moins importante que dans quelques années quand le prêt sera remboursé. Et si elle décide de donner les parts sociales à ce moment-là ou de vendre pour donner l'argent qui est le produit de la vente à ses enfants, mais là la somme sera plus importante et donc viendra prendre une partie plus importante des abattements fiscaux qui sont prévus par la loi et renouvelables tous les 15 ans. Voilà, nous avons également une question de Céline. Céline qui nous demande, voilà, elle est en couple en union libre, c'est-à-dire voilà, le concubinage que je vous expliquais au début de ce rendez-vous, de ce Facebook Live, et elle décide d'acheter un bien immobilier. Et elle nous demande comment se protéger vis-à-vis de leurs enfants respectifs pour la succession au dernier vivant. Donc si je comprends bien, c'est que Céline, vous êtes en couple, voilà, en concubinage, mais vous avez avec votre concubin ou concubine, vous avez des enfants respectifs, chacun d'une précédente union. Mais pour vous protéger, il faut prévoir 2 choses. Tout d'abord, un testament, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un concubinage, vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre. Voilà, vous êtes des tiers vis-à-vis l'un de l'autre.
Et donc, pour vous rendre héritier l'un de l'autre, pour vous léguer quelque chose, il est intéressant de prévoir un testament, mais pas seulement un testament, parce que la fiscalité serait très importante avec un taux de 60%, et un taux de 60% ne permettrait peut-être pas à votre concubin ou concubine d'avoir suffisamment de finances pour financer ses droits de succession. Et donc, il faudrait y ajouter un PACS et faire en même temps un PACS ou un mariage, bien sûr, mais parce que dans le cadre d'un PACS ou d'un mariage, il n'y a pas de droit de succession pour le conjoint survivant dans le cadre d'un mariage ou pour le partenaire survivant dans le cadre d'un PACS. Donc, il est toujours préférable de se paxer ou de se marier pour plus de protection à ce niveau-là que vous recherchez pour qu'il n'y ait pas de fiscalité. Et voilà, et dans le cadre d'un mariage, vous êtes automatiquement héritier l'un de l'autre. Dans le cadre d'un PACS, vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre, donc il faut faire le testament dont je vous parlais. Mais voilà, testament qui, dans le cadre du concubinage, peut être fait, mais est moins opportun parce qu'avec des droits de succession à 60%. Nous avons également une autre question de Christine. Christine qui est mariée sous le régime de la communauté de biens. Donc, c'est-à-dire que Christine n'a pas fait de contrat de mariage. Et ils sont séparés. Quelles sont les solutions pour un partage équitable des biens sans divorcer? Donc, là, c'est un peu une question insoluble parce que pour partager les biens, il va falloir malheureusement divorcer Christine. Il va être impossible de vous partager les biens sans divorcer. Voilà. Donc la première étape, c'est d'aller, si vous êtes d'accord sur le partage équitable des biens, dans le cadre d'un divorce, si vous décidez le divorce par consentement mutuel, il faut consulter en même temps un notaire et un avocat. Un notaire, pourquoi? Parce que vous êtes propriétaire de biens immobiliers et le partage va être fait par un acte de partage chez un notaire qui s'occupe des biens immobiliers. Et ce qui concerne les biens mobiliers, donc l'épargne, part sociale, épargne sur différents supports, cela peut être donc voiture ou autre. Cela va être fait par une convention contresigné par avocat. Donc c'est pour ça qu'il faut contacter les deux en même temps. Nous avons une autre question de Cathy qui nous demande si on peut faire une donation mensuelle au profit d'un enfant sans limitation de temps. Une donation mensuelle au profit d'un enfant sans limitation de temps. Donc cela dépend qu'est-ce qu'on entend par donation mensuelle. Voilà, si c'est une petite aide pour aider un enfant, si vous lui donnez en fait un petit peu d'argent de poche, qui est une somme dérisoire par rapport à votre épargne, il n'est pas utile, ce qu'on appelle un présent d'usage, il n'est pas utile d'en faire une déclaration fiscale. Si c'est un petit peu d'argent de poche pour vivre ou pour mieux vivre chaque mois, pour l'aider à payer un loyer ou autre. Après, si on arrive sur des sommes importantes, et puis au bout d'un moment, chaque mois, ça peut représenter quand même des sommes importantes. Si c'est en dehors d'un cadre, d'une réussite à un examen, ou de Noël, ou de l'anniversaire, ou d'un mariage, par exemple, ou d'un événement heureux, il est préférable d'en faire une déclaration fiscale aux impôts. Déclaration fiscale via un document CERFA qui s'appelle de don manuel. Et donc la personne qui reçoit cet argent doit aller le déposer, le faire enregistrer aux impôts, ou via un acte de notaire. Voilà. Et ça peut être intéressant de consulter un notaire, parce que si vous avez plusieurs enfants, c'est quand même important de respecter un certain équilibre entre vos différents enfants pour éviter des soucis futurs dans le cadre d'une succession. Et nous avons également une question de Sabine qui nous demande comment fonctionne la succession lorsqu'un enfant est décédé et a des propres enfants. Voilà. Donc, donc nous avons un monsieur ou une dame qui est décédé. Parmi ses enfants, elle a un enfant décédé, et donc c'est ses petits-enfants qui vont venir en représentation de cet enfant prédécédé, et qui vont intervenir à la place de son enfant dans la succession.
donc avec ses oncles ou tantes, voilà, s'il en a, ses enfants ou petits-enfants vont intervenir et vont avoir la part qu'aurait dû avoir leur père ou leur mère prédécédés, et vont également bénéficier de l'abattement fiscal prévu par leur père ou mère, voilà, prédécédés. Donc, nous avons d'autres questions. Nous avons d'autres questions de Sissi qui nous pose une question. Bonjour, doit-on une récompense à une personne qui est déchue de ses droits sur une maison incendiée par lui-même et dont les assurances ne fonctionneront pas, et en bref, donner une récompense sur un bien qui ne vaut plus rien, mais doit la récompense quand même en estimant la maison avant l'incendie? Merci pour votre réponse. Donc, pour résumer votre question, Sissi, donc si vous me parlez de récompense, je suppose que vous êtes marié. Vous êtes marié. Vous êtes marié, donc sous le régime de la communauté. Et si je comprends bien, votre conjoint a incendié une maison que vous aviez achetée en commun. Et donc, comme c'est un incendie volontaire, les assurances n'ont pas souhaité verser une indemnité d'assurance. Est-ce que la communauté lui doit une récompense, ou est-ce qu'il doit une récompense à la communauté? Bon, tout dépend en fait. Voilà, pour qu'il y ait une récompense, je vais parler plutôt du régime général des récompenses. Une récompense, c'est quoi? C'est, voilà, vous êtes marié sous le régime de la communauté, le régime imposé par la loi, vous n'avez pas fait de contrat de mariage, et donc vous avez un patrimoine commun avec votre époux, un patrimoine commun. Et dans ce patrimoine commun, il peut aussi avoir des patrimoines propres à chacun, propres à vous deux, c'est-à-dire des choses achetées avant le mariage ou reçues par donation ou succession. Et dans le cadre de cela, dès qu'on a le patrimoine propre qui aide à financer le patrimoine commun, par exemple des travaux, ou le patrimoine commun qui finance des travaux sur le patrimoine propre, oui, il est dû une récompense, soit du patrimoine propre à la communauté ou de la communauté au patrimoine propre, mais une récompense quand? Pas dès que la dépense a été faite, lors de la dissolution du régime matrimonial, c'est-à-dire soit dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'un décès. Nous avons également une question de Steph. Steph qui nous demande, voilà, qui nous présente sa situation. Son père est décédé. Sa maman est devenue usufruitière et ils sont 3 enfants. La succession n'est pas close car toutes les signatures ne sont pas présentes. De ce fait, je souhaiterais savoir à qui revient les frais d'entretien de la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous êtes héritier à partir du jour du décès. La succession met quelques mois à se traiter, notamment 6 mois lorsqu'il y a des droits de succession à payer. Il faut les payer avant 6 mois après le décès à l'administration fiscale. Et ensuite, pendant ces 6 mois, le notaire fait les actes qui concernent la succession, mais il ne fait que reprendre les droits que vous a laissés, ou que la loi vous a accordés, ou que le défunt vous a laissé par testament. Il ne fait que reprendre cela dans des actes pour matérialiser votre titre de propriété. Mais en revanche, vos droits sur la succession s'ouvrent et les biens immobiliers ou mobiliers vous appartiennent à partir du jour du décès. Voilà, donc à partir de ce moment-là, les frais d'entretien sont à supporter par les héritiers en fonction de leur part dans la succession. Et comme vous me dites que c'est votre maman qui est usufruitière, les frais d'entretien de la maison sont à supporter par l'usufruitier. En revanche, les frais de grosses réparations sont à supporter par vous et vos frères ou sœurs qui sont nus propriétaires. Voilà. Nous avons également une autre question, une question de Valérie. Valérie qui nous pose une question. Voilà, elle est sûrement héritière dans le cadre d'une succession en cours et le notaire veut clôturer alors que le bien immobilier n'est pas encore vendu. Le notaire apparemment propose d'envoyer les sommes d'argent qui étaient sur le compte bancaire. Comment cela va se passer pour le bien immobilier?
le notaire voilà, a raison de faire comme cela. Voilà. Dans un premier temps, voilà, il vous a fait signer un acte de notoriété. C'est l'acte qui constate qui sont les héritiers. Cet acte de notoriété envoyé aux différents établissements bancaires lui a permis de récupérer voilà, les différentes sommes d'argent détenues dans les différents établissements bancaires par la personne décédée. Et apparemment, la maison met plus de temps que cela à se vendre. Donc, avec cette somme d'argent, s'il y avait des droits de succession à payer dans les 6 mois du décès, le notaire a pu les verser à l'administration fiscale. Et l'argent qui lui reste sur les comptes, voilà, il est réparti entre les héritiers en fonction des droits. Et voilà. Et concernant le bien immobilier, voilà, comme vous ne l'avez pas vendu, on ne connaît pas sa valeur exacte, donc le notaire l'a estimé avec des avis de valeur sûrement à un certain montant. Et donc, il a versé un acompte pour les droits de succession dans les 6 mois du décès à l'administration fiscale et il affinera cela en fonction du prix réel auquel vous avez vendu dans les mois futurs le bien immobilier. Et pour ce bien immobilier, le notaire vous fera signer un acte qu'on appelle d'attestation de propriété immobilière. En tant qu'héritier, ça sera votre titre de propriété, votre acte d'acquisition. Et ensuite, voilà, vous pourrez vendre aux acquéreurs que vous aurez trouvés. Voilà, mais ce n'est pas un problème que la vente du bien immobilier mette plus de temps. Cela arrive dans plusieurs successions et voilà, avec l'argent qu'il y avait sur les comptes, cela a permis de verser un acompte sur les droits de succession. Et voilà. Ensuite, essayez une petite différence. Si vous le vendez plus cher, il faudra compléter les droits de succession à verser. Et si vous le vendez moins cher, il y aura un trop-perçu à récupérer auprès de l'administration fiscale. Voilà, nous avons une autre question de Cathy. Cathy qui nous précise qu'elle a des parents mariés sans contrat de mariage, donc c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquis que impose la loi lorsqu'on ne fait pas de contrat de mariage préalablement au mariage à la mairie. Et elle nous demande s'ils peuvent changer de régime matrimonial sans l'accord de leur fille unique et s'ils peuvent la déshériter. Donc tout d'abord, concernant la première question, ils peuvent changer de régime matrimonial quand ils le souhaitent, mais il y a un délai de recours de 3 mois par les enfants majeurs. Donc en tant que fille unique, si vous voulez vous opposer, si cela n'était pas dans l'intérêt de la famille, vous pourriez vous opposer et saisir le juge qui donc homologuerait ou pas ce changement de régime matrimonial. Donc vos parents, en fait, s'ils ont envie de changer de régime matrimonial, dans un premier temps, ils ne sont pas obligés de vous en informer ou de poser des questions. Ils vont voir un notaire qui va les conseiller pour voir si c'est opportun ou pas pour eux de changer de régime matrimonial ou seulement de l'aménager. Ensuite, s'ouvre un délai de 3 mois où le notaire va vous écrire une lettre recommandée. Une lettre recommandée et vous aurez 3 mois pour vous opposer si vous estimez que ce changement de régime ne va pas dans votre intérêt. Et ensuite, vous saisirez le juge qui pourra homologuer cela ou pas. Et le changement de régime matrimonial deviendra définitif qu'après l'homologation du juge. Et si le juge s'oppose, le changement de régime matrimonial ne deviendra pas définitif. Peuvent-ils vous déshériter ? Vos parents ne peuvent pas vous déshériter dans le sens où, lorsqu'on a un enfant unique, comme c'est votre cas, leur patrimoine se divise en gros en 2. Il y a une moitié qui vous reviendra forcément, ce qui restera à leur décès, s'il reste du patrimoine, s'ils n'ont pas tout dépensé d'ici là. Il y a forcément une moitié qui vous reviendra, qui est protégée par la loi et qui s'appelle la réserve héréditaire. L'autre moitié, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible et vos parents peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent prévoir, soit par testament ou donation, de le donner ou de le léguer, le transmettre à quelqu'un d'autre de leur choix. Voilà. Nous avons une autre question de Céline qui nous précise que son papa est décédé il y a 15 ans. Sa maman n'a jamais voulu payer les droits de succession et qu'ils seront 3 enfants. Comment cela va-t-il se passer pour nous le jour où elle décédera ? Normalement, s'il y avait des droits de succession à payer il y a 15 ans, votre maman et vous-même, si vous aviez des droits de succession à payer, vous aurez reçu
des relances de l'administration fiscale pour les payer. Donc si vous avez une dette envers l'administration, mais il faudra les payer dès que possible, ou sûrement au second décès. Est-ce que vous recevez des courriers ou pas de l'administration fiscale? Parce que s'il y en avait à payer, c'est étonnant que cela n'ait pas été fait, sauf s'il y avait un échelonnement prévu par l'administration, si votre maman ne pouvait pas les payer en une seule fois au moment du décès. Nous avons une autre question de Carole. Carole, voilà, qui nous précise que ça fait maintenant un an que sa maman est malheureusement décédée et que le notaire n'a toujours pas délivré d'acte de notoriété suite au mutisme de son frère. Est-ce normal? S'il n'y a pas de droit de... Voilà, c'est possible qu'il y ait des successions qui s'éternisent lorsqu'il y a des mésententes dans les familles. Voilà, je vous parlais des 6 mois après du décès, ça c'est dans le cadre où il y a des droits de succession à payer. Quand il n'y a pas de droit de succession à payer, la succession n'est pas obligée d'être terminée et traitée dans les 6 mois. Voilà, si ensuite votre frère est réticent, il va falloir saisir un juge par l'intermédiaire d'un avocat qui va nommer un notaire commis, voilà, pour régler cette succession et avancer. Et si votre frère est toujours réticent, le notaire dressera des procès-verbaux de difficulté et en rendra compte au juge qui ensuite pourra prendre des décisions pour pas rester dans cette situation. Nous avons une autre question de Géraldine. Une question de Géraldine qui nous précise que Madame a acquis sa résidence principale et une Robien. Alors, est-ce que c'est sous le régime de défiscalisation d'Eurobien peut-être? Puis s'est mariée sous la communauté légale, donc c'est-à-dire sans contrat de mariage, communauté réduite aux acquêts. Monsieur et Madame ont monté 2 sociétés. Une a été vendue et ils se sont partagés le gain. Et l'autre a été l'objet d'une liquidation. Ils ont déposé un dossier de surendettement. Monsieur a demandé le divorce. L'administration estime que les biens immobiliers vont sans doute être saisis, au moins la Robien. Donc, est-ce que c'est le bien immobilier acquis sous le régime d'Eurobien, qui est un régime de défiscalisation né au milieu des années 2000? Or les vignes peut-être appartiennent à Madame. Monsieur est-il toujours solidaire? Donc, Madame a acquis sa résidence principale et puis s'est mariée sous la communauté légale. Monsieur et Madame ont monté 2 sociétés, une a été vendue, ils sont partagés le gain et l'autre a été l'objet d'une liquidation. Ils ont déposé un dossier de surendettement. Monsieur a demandé le divorce. L'administration estime que les biens immobiliers vont sans doute être saisis. Voilà. Donc, voilà. Si le bien immobilier les biens immobiliers, oui, vont être saisis. Voilà, si monsieur et madame étaient associés dans la société qui est en liquidation judiciaire, que ce soit des biens achetés avant le mariage, donc le bien dont vous parlez apparemment a été acheté avant le mariage, donc il peut être saisi, tout comme les biens achetés pendant la communauté peuvent être saisis, parce que vu que il est bien propre de monsieur aussi, acheté avant le mariage ou reçu par donation ou succession. Ça fait partie, voilà, parce que monsieur et madame étaient associés. En revanche, si par exemple madame avait acheté quelque chose avant le mariage, que c'était un bien propre, et que monsieur avait créé une société qui est en liquidation voilà, pendant le mariage, les biens propres de madame ne pourraient pas être saisis. En revanche, les biens communs pourraient être saisis. Voilà, tout dépend un peu du timing et de la chronologie des choses, et si les deux sont concernés ou qu'un seul est concerné par cette liquidation. Nous avons une question de l'AE qui est divorcée et qui achète un bien. Comment protéger des enfants mineurs si je viens à décéder durant leur minorité afin que le bien ne soit pas en gestion par mon ex-mari et donc disposer le bien comme il l'entend? Merci beaucoup de votre réponse. L'AE, voilà, si j'ai bien compris, vous avez été marié, vous avez eu des enfants, vous êtes divorcé, voilà, vous avez racheté un bien, voilà, sûrement pour vous loger, c'est tout à fait classique, et vous décidez, et vous avez peur, voilà, parce que vos enfants sont encore mineurs, si vous décidez avant leur majorité, vous ne voulez pas que votre mari ait le pouvoir d'administrer ce bien immobilier, voilà. Vous pouvez
vous pouvez, vu qu'il aura forcément, si vous décidez que vos enfants sont encore mineurs, il aura encore leur administration légale, mais vous pouvez, si vous donnez ce bien immobilier à vos enfants, enfin la nue propriété par exemple, vous pouvez prévoir une clause de priver votre ex-mari de jouissance, pas de jouissance, d'administration légale sur ce bien immobilier, ou sinon, si vous ne voulez pas le donner à vos enfants, vous pouvez le prévoir dans le cadre d'un testament, et donc ça sera soit un administrateur ad hoc, un administrateur tiers, ou un tuteur nommé par le juge des tutelles qui pourra gérer ce bien immobilier pour le compte de vos enfants durant leur minorité. Voilà. Nous avons peut-être d'autres questions qui vont arriver. Oui, tout à fait. Voilà une question de Céline, vu qu'on n'a pas d'autres questions sur le droit de la famille pour l'instant. Même la question de Céline ne touche pas au droit de la famille proprement parlé, mais je vais quand même y répondre. C'est plutôt le droit immobilier. Est-ce intéressant d'acheter un bien immobilier dans le cadre d'une SCI? Il faudrait, ça dépend des situations. Dans le cadre d'une SCI, cela est intéressant si vous achetez à plusieurs. Par exemple, vous achetez à plusieurs pour une facilité de gestion où il y aura un seul gérant plutôt que faire une indivision avec 5 ou 10 indivisaires. Cela est préférable, ou d'apporter un bien à une SCI. Ensuite, si des personnes veulent acheter un bien, mais leur capacité financière n'est pas certaine pour pouvoir emprunter, s'ils peuvent mettre d'autres associés dans la SCI, cela rassurera également les banques. Après, il peut y avoir des questions fiscales en fonction du régime fiscal de la SCI, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu. Ça dépend aussi de votre tranche d'imposition, et également ça dépend si c'est pour faire votre résidence principale ou pour percevoir des revenus dans le cadre de percevoir des loyers dans le cadre d'une location. Dans le cadre ça dépend dans quel cadre vous inscrivez. Pour une résidence principale, il est très rare que cela soit opportun de créer une SCI. Dans le cadre d'une location, cela est beaucoup plus opportun. Voilà. Nous avons une autre question de Steph qui nous a posé une autre question intéressante tout à l'heure, qui nous demande comment, en tant qu'héritier, se retirer d'une succession et retirer nos enfants, sachant que la maison du défunt est habitée par l'usufruitier, que la notaire ne nous a jamais tenus au courant de la valeur de la maison et que la succession n'est pas close depuis 3 ans. Bon, si vous n'avez pas été tenu au courant, il y a peut-être une raison. Je vous invite à vous rapprocher de votre notaire. Mais là, le début de votre question concerne la renonciation à la succession, si je comprends bien. Vous êtes héritier de quelqu'un, d'un parent ou d'autre, et vous voulez pas percevoir cette succession, vous ne voulez pas être héritier. Il est tout à fait possible de renoncer à une succession. Cela est possible de le faire de 2 manières. Tout d'abord, devant un notaire qui recevra un acte de renonciation à la succession qu'il communiquera ensuite au tribunal, ou directement auprès du tribunal en envoyant un document CERFA que vous pouvez retrouver sur Internet de renonciation à succession. Voilà, mais peut-être que dans votre cas, il n'est peut-être pas intéressant de renoncer à la succession, même si vous n'avez que des droits en nue propriété. Il est peut-être préférable de conserver cela. Et je vous invite à vous rapprocher de votre notaire pour qu'il vous renseigne en fonction de votre situation précise. On a Alexandre qui nous pose une question. Ma grand-mère est décédée fin décembre 2020. Et mon père, son fils unique, est décédé en 2013. De ce fait, les petits-enfants viennent en représentation. Tout à fait, Alexandre. Vous avez très bien compris le mécanisme de la représentation que j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'il y a un enfant prédécédé, c'est les petits-enfants qui viennent par représentation à la succession. Et vous nous précisez également que votre grand-mère a déposé un testament au cours de l'été 2014, mais elle a été placée sous tutelle en décembre 2015. Ce testament peut-il être contesté par l'un des héritiers du fait qu'il était rédigé moins de 2 ans avant la mise sous protection? Tout à fait, il peut être contesté, parce qu'effectivement, votre grand-mère, n'était peut-être pas saine d'esprit, n'avait peut-être pas toute sa capacité au moment où elle a rédigé ce testament, ou peut-être qu'elle a été influencée, on n'en sait rien. Mais si vous estimez cela et si vous avez un soupçon, je vous invite à en parler à votre notaire et également consulter un avocat,
qui pourra saisir le juge. Mais après, est-ce que vous avez des moyens de preuve? Vous voyez, des moyens de preuve par des documents médicaux, par exemple, pour rapporter qu'elle n'était pas saine d'esprit à cette époque-là. C'est parfois difficile à rapporter comme moyen de preuve. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte. Bernadette, Karine, Marie, Juliette, Claudine, Sonia, Eric, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes là pour ça. Voilà, nous sommes très contents, merci beaucoup de nous suivre. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui nous suivent aujourd'hui pour ce premier Facebook live organisé par la Chambre des notaires de la Gironde. Et il y en aura d'autres. Aujourd'hui, nous abordons le thème du droit de la famille. Voilà, dans les prochaines semaines, il est également prévu d'en organiser un sur le droit immobilier, puis également sur le droit des affaires et le droit des entreprises et le droit des sociétés. Voilà, même si c'est vrai, comme vous le voyez dans les questions auxquelles je réponds aujourd'hui, tout cela s'interfère parce que le droit de la famille, lorsqu'on a un projet immobilier ou lorsqu'on a un projet d'entreprise, c'est des questions que l'on se pose. Et puis après, dans le cadre de la transmission, donc toutes ces choses s'interfèrent, bien sûr. Nous avons Pli du Teche qui nous pose une question. Au décès de sa maman, elle a conservé un PEL, un plan épargne logement, et la maison en indivision avec son frère. Donc leur maman est décédée, il y avait 2 héritiers, son frère et Pli. Comment se passera la succession en cas de décès de son mari? 3 enfants d'un premier mariage, plus un enfant en commun, ou également au décès de Pli. Quels comptes bancaires seront pris en considération? Donc si je comprends bien, si vous parlez de votre mari, je suppose que vous êtes marié, du coup, Pli. Après, tout dépend de sous quel régime vous êtes marié. Sous le régime de la communauté, les comptes bancaires, qui soient à votre seul nom, ou au nom de monsieur seul ou de monsieur et madame, ou pour les couples homosexuels, monsieur, monsieur ou madame, madame. Dans le cadre de la communauté, tous ces comptes font partie de l'actif de la succession, de votre communauté, donc font partie de la liquidation de votre régime matrimonial, puis après, pour moitié, dans l'actif de la succession. Voilà, si vous êtes sous un... que ces comptes aient été alimentés plus par l'un ou par l'autre, parce qu'il y en a un qui a de meilleurs revenus que l'autre, peu importe, vous avez choisi un régime de communauté. Si vous êtes sous un régime de séparation, mais voilà, vos comptes vous restent personnels, donc figureront dans votre succession seulement vos comptes à vous, personnels à vous, ou ceux de votre mari, mais pas les 2 comptes. Et vous avez 3 enfants d'un premier mariage et un enfant en commun. Donc, il faudrait peut-être vous rapprocher de vos notaires, savoir si vous avez fait une donation entre époux également, savoir quel droit vous voulez accorder à votre mari. Voilà, parce que si vous n'avez pas fait de donation entre époux, c'est ce que dans le langage commun, les gens appellent donation au dernier vivant. Ce n'est pas une donation qui s'applique au jour où on l'a fait, mais qui s'applique au décès. Et si vous n'avez pas fait cela, vu que vous avez des enfants non communs, votre mari aura le droit à 1/4 dans votre succession, en pleine propriété, et vous, si c'est lui qui décède en premier, vous aurez le droit à 1/4. Et le reste se partagera entre vos enfants. Vous en avez 3 d'un premier mariage, donc, et plus un d'un enfant d'un second mariage, donc les 3 autres quarts se partageront entre vos 4 enfants. Et votre mari, s'il décède en premier, il aura 1/4 pour vous, et le reste les 3/4 pour son enfant, qui est le vôtre également, en commun. Et donc voilà, si vous voulez augmenter les droits du conjoint survivant, je vous invite à vous rapprocher de votre notaire qui vous conseillera sûrement une donation entre époux ou peut-être un aménagement de régime matrimonial. Cela peut augmenter les droits du conjoint survivant et lui accorder des droits en usufruit, c'est-à-dire le droit de pouvoir rester dans la maison ou de percevoir les revenus des locations, par exemple. Voilà, ça... ou 1/4 en pleine propriété et la totalité en usufruit. Ça mixe plusieurs solutions qui peuvent être intéressantes et vous pourrez choisir en fonction de l'âge du décès aussi. Il y a des solutions qui sont plus ou moins
opportune. Nous avons une autre question de Yannick qui nous précise que son frère et lui sommes héritiers de leur maman qui est actuellement malade. Son frère est actuellement poursuivi par son ex-épouse pour des dettes. Dois-je craindre que cela affecte ma part d'héritage? Mon frère peut-il être saisi sur sa part d'héritage? Ça ne vous affectera pas votre part d'héritage. Après, bon, aujourd'hui, votre maman n'étant pas décédée, ni vous ni votre frère n'avez encore hérité. Après, voilà, cela pourra... ça serait une question différente pour votre frère. Lui, ces biens-là pourront être saisis lorsqu'il en sera propriétaire. Mais vous, vous n'avez rien à voir dans les relations entre votre frère et son ex-épouse. Donc, n'ayez crainte concernant votre part d'héritage, que si vous avez juste un frère et que votre maman va décéder, ça sera à la moitié pour vous, sauf si elle a prévu un testament. Voilà, nous avons une autre question de Karine. Karine, qui se sépare, mais qui n'est ni mariée ni pacsée. Donc voilà, c'est une séparation entre concubins. Et elle a un bien commun. Alors là, il ne faut pas l'interpréter comme un bien de communauté qui est dans le cadre d'un mariage. Donc là, Karine est sous le concubinage, et donc c'est plutôt une indivision. Elle a acheté un bien immobilier avec son concubin ou sa concubine, et ils ont malheureusement décidé de se séparer. Et elle nous demande comment cela se passe, sachant qu'un contrat a été fait chez un notaire avec tant de pourcentage chacun. Voilà, alors là, je suppose que Karine, vous ne parlez pas d'un contrat de mariage, hein, voilà, parce que vous êtes sous un régime de concubinage. Donc vous voulez dire que dans votre acte d'acquisition avec votre concubin, le notaire a précisé vos quotités d'acquisition. Comment a-t-il précisé cela? Il a précisé cela en fonction de l'apport personnel de chacun, s'il y avait un apport personnel, et en fonction du remboursement du prêt prévu par chacun d'entre vous. Alors ça, c'est le remboursement du prêt, c'est ce qu'on estime à l'instant T, et on ne sait pas dans les 10-15 prochaines années si on va pouvoir respecter cela. Les choses de la vie évoluent entre certains qui vont avoir une meilleure rémunération que d'autres, ou percevoir des donations ou des successions, et donc les quotités précisées peuvent ne pas avoir été respectées. Donc si tout le monde est d'accord, vous pouvez effectuer lors de la vente du bien, dans le cadre de votre séparation, vous pouvez réévaluer ces quotités et pour refaire un décompte pour la répartition du prix qui collera plus à la réalité de l'apport personnel et du remboursement du prêt. Voilà. Mais si les quotités ont été respectées, c'est le prévu de départ, mais ça doit se répartir tel que cela a été prévu dans votre acte d'acquisition, voilà, en fonction des quotités indivises fixées dans cet acte. Nous avons une autre question voilà, de Céline, qui est très intéressée par notre Facebook Live aujourd'hui, car ce n'est pas sa première question, et nous vous en remercions, Céline. Voilà, vous nous précisez que vos parents sont propriétaires de leur résidence principale en Espagne. Le jour de leur décès, est-ce le droit français ou espagnol qui s'applique, sachant que ma mère a la double nationalité et mon père uniquement française? Le droit qui s'applique est celui de la résidence du défunt. Donc, tout dépend si vos parents sont résidents français voilà, ou espagnols. S'ils sont résidents français, alors il faudra bien sûr faire des démarches en Espagne et consulter un notaire espagnol, mais ça sera le droit français qui s'appliquera. Si leur résidence est en Espagne, mais leur succession sera traitée selon le droit successoral espagnol, et il faudra se rapprocher d'un notaire espagnol. Nous avons une autre question de Yannick qui nous précise: est-ce que son frère peut-il donner sa part d'héritage à ses enfants, je suppose, pour éviter d'être saisi? À ce moment-là, comme ça sera transité par son patrimoine, ça sera difficile. La manœuvre aura été bien comprise, et donc même s'il les donne, il a des risques d'être saisi. En revanche, ce qui peut être intéressant dans votre cas, c'est peut-être que votre maman donne des choses à ses petits-enfants, voilà, directement, soit par donation de son vivant, soit par testament,
et que ça ne transite pas par le patrimoine de votre frère. Nous avons d'autres questions, n'hésitez pas, je vois qu'Agathe, Cyril, Marie se connectent. Céline nous a remerciés, merci beaucoup. Karine nous indique que c'est très intéressant. Voilà, et nous avons une autre question de Carole qui nous précise comment doit-on faire pour sortir d'une indivision. Alors une indivision, ça peut exister dans plusieurs cas, une indivision successorale, c'est-à-dire suite à un décès, vous êtes en indivision avec vos frères, sœurs, neveux, nièces, tantes, oncles, ça dépend de votre situation familiale. Vous pouvez être également en indivision avec votre époux, votre épouse, dans le cadre d'un mariage avec un contrat de séparation de biens. Vous pouvez être en indivision dans le cadre d'un Pacs. Vous pouvez être en indivision dans le cadre d'un concubinage qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Et donc, comment sortir de tout cela? Voilà, soit, donc, je prends par exemple le cas d'une indivision où vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. Première option, vous êtes tous d'accord, vous le vendez à un tiers, vous vendez le bien, voilà, le bien est vendu, il n'y a plus rien dans l'indivision, chacun récupère sa partie du prix de vente. Ensuite, il peut, si tout le monde n'est pas d'accord pour vendre, après il y a une autre situation, il y en a un qui veut conserver le bien immobilier, l'autre est d'accord pour lui vendre, vous effectuez un acte de partage entre vous. Autre solution, vous n'êtes pas d'accord, sur les suites à donner à l'indivision, donc voilà, il va falloir, si vous avez au moins 2/3 des indivisaires qui sont d'accord, vous allez pouvoir vendre avec l'accord d'un juge. Il faudra saisir un juge et que ça soit dans l'intérêt de l'indivision et du bien immobilier. Voilà, nous avons une autre question de Steph qui nous demande aujourd'hui quel est le délai maximum pour signer une succession et en cas de renonciation à cette même succession, est-il utile de connaître la valeur de la maison pour remplir le CERFA? Donc déjà, le délai maximum pour signer une succession. Il n'y a pas de délai maximum. Le seul délai maximum qui existe, c'est, tout dépend de ce que vous entendez par signer. Il faut verser les droits de succession au plus tard dans les 6 mois du décès ou du moins un acompte. Les actes, vous n'êtes pas obligé de les signer dans les 6 mois du décès, mais il faut verser un acompte. Sinon, vous allez avoir des pénalités. Ensuite, deuxième partie de votre succession, vous parlez de la renonciation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il existe 2 possibilités de renoncer à une succession, soit par un acte effectué par un notaire, soit en remplissant le document CERFA à envoyer au tribunal. Mais pour remplir le document CERFA, vous dites juste que vous renoncez. Vous n'avez pas besoin de la valeur de la maison, mais vous n'avez pas besoin de préciser la valeur de la maison dans le document CERFA. En revanche, je vous invite, avant de renoncer à une succession, de connaître l'actif et le passif, donc la valeur de la maison. Parce que si l'actif est important, c'est peut-être pas intéressant ni opportun pour vous de renoncer à cette succession, et peut-être serait-il plus intéressant pour vous d'être patiente, que tout cela se règle en bonne intelligence si possible. Voilà, il y a Cyril qui nous pose une question et qui a l'air de bien s'y connaître car il nous parle avec des abréviations de juristes, DMTG, droit de mutation à titre gratuit. Voilà, donc il nous demande dans la suite de la question de la maison en Espagne, les DMTG, donc droit de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire les droits que l'on doit payer dans le cadre d'une donation ou d'une succession, sont dus en France ou en Espagne. Les droits, si vous faites une donation en Espagne et une succession en Espagne, c'est-à-dire traitée par le droit espagnol parce que le défunt avait sa résidence en Espagne, les droits de mutation sont payés en Espagne s'il y en a, et vous invite à vous rapprocher d'un notaire espagnol. Voilà, si c'est dans le cadre d'une succession française, les droits de mutation seront payés en France. Voilà, Christelle nous pose une question. Comment soulager nos enfants des droits de succession? Que faut-il faire avant nos décès, s'il vous plaît?
Bon, pour soulager vos héritiers, vos enfants de droits de succession, il faut l'anticiper. Donc ça peut être intéressant, voilà, à partir de 60 ans par exemple, d'aller consulter votre notaire pour ce genre de questions, en fonction de votre patrimoine. S'il est plus ou moins important, il est intéressant de l'anticiper et de commencer cela par des donations en amont, des donations faites, voilà, dès 60 ans par exemple, ou plus jeune si vous voulez, mais 60 ans c'est déjà un âge assez jeune pour commencer à donner. Et anticiper cela parce qu'il y a des abattements qui s'appliquent, des abattements de 100 000 euros par parent vers chaque enfant, qui concernent tout type de biens, mobilier ou immobilier. Et ensuite, il y a un autre abattement spécifique aux donations de sommes d'argent lorsque le donateur a moins de 80 ans, qui est de 31 865 voilà, pour chaque personne qui recevra la somme d'argent. Et après, il existe, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais d'autres abattements spécifiques dans le cadre de biens forestiers, de biens agricoles ou de transmission d'entreprises, comme le pacte du Treil, où il y a des abattements de 3/4 qui peuvent s'appliquer en plus de l'abattement de 100 000 euros par parent vers chaque enfant. Donc il est intéressant d'anticiper. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans, donc ça permet de l'utiliser plusieurs fois. Alors je vous parle avec la loi applicable aujourd'hui, mais si vous l'appliquez une première fois, par exemple à 60 ans, vous pourrez le réutiliser à 75 ans. Et si vous décédez, on espère bien sûr le plus tard possible, mais après 90 ans, vos enfants pourraient le réutiliser au moment de votre succession une troisième fois. Donc ça aura permis d'économiser 300 000 euros. Et si vous êtes marié, par exemple, votre mari également pourra utiliser ces abattements-là. Donc ça fait quand même 600 000 euros d'exonérés. Voilà. Et au-delà de ces montants-là, vous pouvez donner plus que ces montants-là, mais il y aura de la fiscalité à payer avec des différentes tranches applicables. Ensuite, nous avons une autre question de Marie-Hélène qui nous demande si il est préférable d'utiliser, d'être marié ou pacsé quand on est une famille recomposée avec des enfants de chaque côté. Qu'est-ce qui nous protège le mieux? Donc, qu'est-ce qui vous protège? Rien ne protège mieux que le mariage, bien sûr. Mais après, il faut analyser la situation de chacun en fonction des patrimoines, voilà, pour éviter des conflits futurs, entre vos différents enfants. Il est peut-être préférable que vos patrimoines voilà, restent étanches. Si vous avez du patrimoine, voilà, si voilà, vos patrimoines ne sont pas trop conséquents, vous pouvez vous marier sous un régime de communauté ou autre. Mais c'est quand même préférable, voilà, un mariage sous le régime de la séparation de biens ou un Pacs sous le régime de la séparation de biens pour garder une traçabilité de vos patrimoines respectifs, pour ne pas désavantager vos enfants et pour vous protéger l'un et l'autre. Si vous vous mariez, il est prévu que sur la résidence principale, il y ait un droit viager au logement, voilà, et c'est-à-dire la possibilité de rester jusqu'à la fin de séjour pour la personne qui décédera en second. Et dans le cadre d'un Pacs, voilà, pour protéger l'autre, comme je l'ai dit au début de ce Facebook Live, vous pouvez prévoir un testament où par exemple vous pourriez léguer l'usufruit de la maison au partenaire survivant. Cela lui permettra de rester jusqu'à la fin de séjour dans la maison. Voilà, parce qu'après, ce qu'il faut penser aussi dans le cadre des familles recomposées, voilà, s'il y a des choses qui reviennent au conjoint survivant, les enfants de votre première union ne sont pas héritiers de lui, donc ils ne percevront pas ces choses si elles sont passées directement au conjoint survivant. Nous avons une autre question de Karine. Et quand la succession était ouverte il y a plus de 6 mois, comment cela se passe-t-il pour les droits de succession? Mais s'il y en a à payer, il faut absolument les avoir payés à l'issue des 6 mois. Mais ça, le notaire a dû
gère bien son planning et a dû bien vous conseiller à ce sujet. Et donc, si vous n'avez pas encore vendu le bien immobilier, donc on n'a pas le montant exact encore des droits à payer, mais il faut avoir versé un acompte au plus juste, et le notaire aura fait une simulation, un projet de déclaration de succession, qui est le document fiscal de la succession. Et ensuite, lorsque vous vendrez le bien immobilier, il ajustera la valeur et affinera les droits de succession à payer en plus ou à récupérer s'il y en avait trop de versés. Voilà. Et si ce n'est pas fait dans les 6 mois du décès, il peut avoir des pénalités de retard demandées par l'administration fiscale. Nous avons une question de Méli-Mélo qui nous demande voilà, si un parent décide de faire un don numéraire. Voilà donc une donation de somme d'argent dont les fonds proviendraient d'une assurance vie pour bénéficier de l'abattement des 152 500 par bénéficiaire. Comment cela se passe-t-il de façon globale? Est-ce que cela fonctionne le même principe du don manuel dans la limite de 31 865 par enfant tous les 15 ans? Donc, non, c'est 2 systèmes différents, Méli-Mélo. Tout d'abord, vous connaissez bien les 2 systèmes, mais ils ne viennent pas interférer l'un avec l'autre. On peut les utiliser chacun de son côté de manière différente. Donc, dans le cadre d'une assurance vie, votre parent peut, père, mère, peut vous donner, mais ce n'est pas donner, c'est qu'en fait, il va placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie, il va mettre dans la clause bénéficiaire, vous, les enfants, enfin, qui il souhaite, et donc, les bénéficiaires ont un abattement, chaque bénéficiaire a un abattement de 152 500 €. Au-delà, il y aura la fiscalité à payer. Si ça dépend, c'est dans le cadre, il faudrait savoir quand est-ce que le contrat a été ouvert, quand est-ce que les primes ont été versées. Parce qu'il y a des dates importantes en matière de contrat d'assurance vie, l'année 1991, l'année 1998, mais aussi si les primes ont été versées avant 70 ans ou après 70 ans par celui qui a souscrit le contrat. Donc dans votre cas, si vous parlez d'abattement à 152 500 €, c'est-à-dire que ça a été versé avant le 70e anniversaire de la personne qui a souscrit le contrat, donc vous pourrez utiliser cet abattement de 152 500 €. Si vous avez reçu une somme inférieure, vous n'aurez pas de droit de fiscalité à payer. Si c'est au-delà, vous aurez de la fiscalité à payer. Cela, vous pouvez le traiter, si vous le souhaitez, directement avec la banque. C'est ce qu'on dit un peu dans le langage commun, hors succession. Après, il faut bien sûr que ces montants, ces primes versées sur les assurances vie ne soient pas manifestement trop excessifs vis-à-vis du patrimoine du défunt. Sinon, les autres héritiers pourraient trouver à redire. Et ensuite, donc ça c'était pour l'abattement concernant les assurances vie dont on n'avait pas encore parlé aujourd'hui, et celui dont j'ai déjà parlé tout à l'heure de 31 865 € par enfant, ou c'est enfant ou petits-enfants, ou neveu ou nièce, c'est tous les 15 ans et c'est avant le 80e anniversaire voilà, du donateur, donc de la personne qui donne. Ok. Voilà, je vous remercie à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été pendant cette heure entre 50 et 100 à nous suivre. Et pour un premier Facebook Live de la Chambre des notaires, c'est une belle réussite et je vous en remercie. Donc certaines personnes qui ont posé plusieurs questions, d'autres noms que je connaissais, que j'ai vus venir se connecter. Et donc, je voulais conclure ce premier Facebook Live, cette première édition. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous et que vous y voyez un peu plus clair sur les questions familiales qui nous préoccupent toutes et tous. Si vous souhaitez continuer à échanger avec un notaire ou exposer votre situation personnelle de manière plus précise que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui, je vous invite à prendre rendez-vous chez le notaire dans l'étude le plus proche que chez vous, le plus proche de chez vous. Vous pourrez retrouver les coordonnées des notaires de la Gironde sur le site de la Chambre des notaires de la Gironde. Le Facebook Live d'aujourd'hui est une première approche, mais ne remplace pas un rendez-vous approfondi chez un notaire proche de chez vous. Et voilà, je vous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain Facebook Live organisé par la Chambre des notaires
peut-être sur le thème de l'immobilier, puis le droit des sociétés et des affaires. Je vous remercie et vous souhaite une belle soirée. Au revoir.